L'état d'urgence est prolongé de 3 mois. Le projet de loi initié par le gouvernement a été adopté hier par les élus de la nation. La mesure vise à instaurer un climat social serein dans le pays. La décharge contrôlée compacte de Noumobougou, située dans la région de Koulikoro, sera opérationnelle très bientôt. La capacité de traitement de l'infrastructure est de 2000 m3 de déchets par jour. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Et tout d'abord, le président de la République a regagné hier soir Bamako en provenance de Ouagadougou, où il avait pris part à l'investiture du nouveau président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Vous le voyez sur ces images, il a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les corps constitués, le président de la République qui a regagné Bamako hier en provenance de Ouagadougou en compagnie de son épouse. Le chef de l'État avait pris part à l'investiture du nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Voilà le président de la République qui a pris part à cette cérémonie d'investiture et qui est arrivé à Bamako hier soir. Économiste de formation, le nouveau président du Faso fut Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, des fonctions qui lui ont permis de mesurer les attentes de son peuple. À la cérémonie d'investiture, plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, nos envoyés spéciaux sont Nyanya Aliou Traoré et Dembawan. Je jure devant le peuple burkinabé. Par cette prestation de serment, Roch Marc Christian Kaboré, 58 ans, imprime définitivement une nouvelle page de l'histoire démocratique burkinabé. Élu avec 53,46% des voix, le nouveau président du Faso a juré devant son peuple et ses pairs de la sous-région de respecter et de faire respecter la constitution du Burkina Faso. C'est le palais des sports de Ouagadougou qui a abrité la cérémonie d'investiture du 9e président du Faso. Pour la première fois de son histoire, le Burkina procède à la passation de témoins entre deux civils, ainsi porteur selon les Burkinabés qui aspirent à beaucoup de changements. En tant que femme, j'attendrai de mon président d'abord qu'ils soient un sage et qu'ils mettent les intérêts de la nation devant. Et puis ses intérêts personnels après, et qui prennent vraiment en compte la condition des femmes au Burkina Faso. Le problème de l'emploi est un grave problème pour la jeunesse. Vous voyez, les jeunes sont laissés à l'abandon, même les diplômés sans emploi, ils n'ont rien, ils sortent avec des diplômes, ils n'ont rien. Au niveau rural, les gens sont délaissés. Vous voyez comment nos jeunes meurent en voulant aller en Europe. Vous voyez, ça c'est un grave problème. On souhaite qu'il n'a qu'à faire un changement, quoi. Bon, envers les étudiants, il n'a qu'à voir les établissements. Bon, il y a certains jeunes, bon, ils peuvent avoir les diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Donc surtout, il n'a qu'à voir envers ça pour aider les jeunes, quoi. Au total, 8 chefs d'État étaient présents dans la salle de cérémonie. Parmi eux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga. Autre présence remarquée, celle des anciens présidents Jerry Rawlings du Ghana et de Olusegun Obasanjo du Nigeria. Dans son discours à la nation, le nouveau président du Faso a réaffirmé l'engagement de son pays à œuvrer avec ses voisins et les institutions communautaires, singulièrement la CEDEAO et l'UEMOA, pour la paix, la sécurité, l'intégration régionale et la coopération. Il a aussi salué le mérite de ses dévanciers, notamment Michel Kafando et son gouvernement, ainsi que le président du CNP Cherif Sy et les députés de la transition. Le président Kaboré n'a pas oublié la jeunesse. La victoire du 29 novembre 2015 n'est pas seulement la victoire d'un candidat ou d'un parti, mais elle est celle de tout un peuple insurgé. C'est la victoire d'une jeunesse burkinabé et africaine
à jamais révolté contre l'obscurantisme et l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité dans la gouvernance. Dans son programme pour le quinquennat 2015-2020, il se donne pour objectif de réaliser une triple exigence. Une exigence d'amour pour la patrie, dont nous devons défendre constamment les intérêts supérieurs. Une exigence de dévouement au travail, pour notre pays au service duquel nous devons mettre tous nos talents et toutes nos intelligences. Une exigence de probité et de bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons pour ne pas se servir du pays, mais pour le servir de manière désintéressée. Notons que l'enthousiasme était au rendez-vous de cette investiture et la fête fut belle jusqu'à la fin. C'est avec un sentiment de satisfaction que le président de la République quitte le Burkina Faso. Confiant en ce pays, confiant surtout en son nouveau président avec qui le Mali compte mener des actions réelles de coopération et de collaboration gagnant-gagnant. Merci Nyanya Ayou Traoré. La communauté musulmane de la boucle du Niger résidant à Bamako vient de boucler tout à l'heure ses activités du Mawlud 2015. La cérémonie s'est déroulée à 15 Ambougou en commune 2 du district de Bamako. La lecture du Coran et des bénédictions pour la paix au Mali ont marqué cette commémoration. La rencontre a regroupé les ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. C'est en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour les initiateurs, donc, ce rendez-vous vise à contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et maintenir la solidarité entre toutes les communautés. Une séquence de lecture du Coran, des invocations au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des bénédictions pour la paix dans notre pays. Voilà les activités de cette fin de Mawlud 2015. Voilà des bénédictions pour le pays. C'était en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage complet de notre reporter Nouhoum Sissoko dans nos éditions de demain. L'Assemblée nationale autorise la prorogation pour 3 mois de l'état d'urgence. Un projet de loi initié dans ce sens par le gouvernement a été adopté à l'unanimité des députés présents. La mesure gouvernementale vise à faire face aux menaces et à instaurer un climat social sain sur toute l'étendue du territoire national. Compte rendu, Bourama Traoré. L'état d'urgence est ainsi prorogé de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2016. Sa prorogation au-delà de 10 jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale, selon l'article 112 de la Constitution du 25 février 1992. C'est désormais chose faite. L'état d'urgence est défini comme étant un état d'exception qui autorise le gouvernement en cas de péril imminent mettant en danger la nation à prendre certaines mesures pour restreindre la liberté individuelle et collective dans le but de préserver l'ordre public et la quiétude des populations. Dans le cadre de l'état d'urgence, l'autorité administrative peut procéder à des perquisitions, assigner à résidence certaines personnes constituant des menaces pour l'ordre public et même restreindre la liberté de la presse. L'état d'urgence, c'est renforcer les capacités de l'autorité administrative. Dans le décret d'application, vous l'avez suffisamment dit, c'est pour ça que je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Dans l'état de siège, tous ces pouvoirs sont transférés à l'autorité militaire. Quand dans la région, c'est le gouverneur en cas d'état d'urgence, quand on parle d'état de siège, c'est le chef d'état-major général des armées. D'un constat des députés, la notion état d'urgence doit être davantage expliquée aux Maliens. Preuve, les 10 premiers jours décrétés semblent ne rien changer dans le comportement de nos compatriotes. Nous n'avons malheureusement rien constaté comme résultat de l'état d'urgence qui a précédé. Je ne pense pas qu'on ait décrété l'état d'urgence parce qu'il y a ça pour aller traquer. Non, je crois que l'information n'est pas à ce niveau. Je crois que le gouvernement a félicité par rapport vraiment à ce qu'il vient d'être posé. Ceux qui voulaient organiser des attentats savent parfaitement ce que c'est le sens de l'état d'urgence.
Donc si, parce que ce n'est pas survenu, on pense que l'occurrence était faible, là, je me garde de ne pas aller dans la même direction. L'état d'urgence ne signifie pas l'arrêt de la vie. Au contraire, parce que certains pensent que les regroupements ne doivent pas se faire. Les regroupements peuvent se faire. Maintenant, c'est aux autorités administratives d'évaluer, en tout cas, le degré d'insécurité. Et dans ce cas, l'autorité administrative compétente va autoriser ou ne pas autoriser le regroupement. Le gouvernement doit faire des efforts, peut-être un peu plus pédagogues, pour non seulement mieux expliquer aux populations et que celles-ci s'en approprient. C'est un aspect qui est très important. Le gouvernement est d'accord de communiquer davantage et de bien expliquer la disposition aux populations pour une meilleure appropriation, de quoi contribuer également à déjouer toute attaque terroriste sur le territoire national. C'est vrai, communiquer, c'est important. Mais vous le savez aussi, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On dit bien souvent qu'en communiquant, il faut se garder de changer le contenu de la vérité. Parce que les mensonges les plus dangereux sont les vérités légèrement déformées. Voilà pourquoi vous avez raison. On va s'employer à mieux communiquer sur ces questions et dans toutes les langues. Afin d'éviter des abus éventuels, l'Assemblée nationale recommande au gouvernement la mise en place d'une commission consultative de contrôle. Cette commission doit regrouper les représentants des départements en charge de l'administration territoriale et de la justice, mais aussi de la représentation nationale, devant laquelle le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a tenu à répondre à certaines allégations. Ça n'a jamais été dit que l'état d'urgence était décrété pour empêcher les faits de Mahmoud. Pas du tout. C'est de la désinformation, je persiste et je signe. Les députés sont réunis en session extraordinaire au cours de laquelle ils doivent examiner et adopter d'autres projets de loi, dont celui relatif au règlement 2014 à la météorologie et le projet de loi régissant les statistiques, entre autres. Encore explication par cette mesure, il ne s'agit nullement d'une décision qui priverait les Maliens de leur liberté. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'état d'urgence ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Le colonel-major Salif Traoré est au micro de Khalifa Nama Traoré. L'état d'urgence est une provision de la loi. La loi, en l'occurrence numéro 8749 ANRM du 4 juillet 1987, relative à l'état de siège et à l'état d'urgence. Cette loi a pour conséquence de modifier sensiblement l'exercice des libertés individuelles et des libertés publiques. Cela veut dire quoi? Pendant cette période, les autorités administratives locales compétentes, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, voient leurs prérogatives accrues. En clair, ils ont plus de pouvoir qu'en temps normal. Cela veut dire que c'est des nouvelles possibilités qu'on leur offre pour pouvoir réagir en fonction de la situation sécuritaire. Pendant cette période-là, les gouverneurs, les préfets ont le droit de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules, des biens dans certains lieux à certaines heures. Ils ont le droit, ils peuvent interdire à titre général ou particulier tous les cortèges, les défilés, les rassemblements, les manifestations sur la voie publique. Ils peuvent ordonner la fermeture provisoire des lieux publics jusqu'aux lieux de culte. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont là des possibilités. Ce n'est pas une obligation. Nous avons perçu que dans l'opinion publique, beaucoup insistent sur le caractère seulement restrictif de l'état d'urgence. Or, l'état d'urgence donne également certains pouvoirs aux autorités judiciaires, en tout cas d'enquête, que ces autorités-là n'ont pas en temps normal. Cela va des perquisitions jusqu'à la conduite d'éléments suspects au niveau des postes de police. Donc, et c'est cet aspect-là qui est extrêmement important dans le cadre de l'anticipation d'une éventuelle attaque terroriste. Vous savez que l'état d'urgence, c'est une mesure conservatoire. Pourquoi nous avons prorogé? Parce que les indications que nous avions
la fin d'année jusqu'en début d'année prochaine, c'est qu'il y a encore de sérieuses menaces sur le pays. Le gouvernement ne pouvant pas s'asseoir et croiser les bras, nous nous sommes donné ces moyens-là pour pouvoir réagir de façon proportionnée en cas de précision de la menace. Donc je viens de citer juste quelques exemples de pouvoirs que les gouverneurs et les préfets peuvent déployer en fonction de la situation dans leur circonscription. Beaucoup nous ont posé la question, pourquoi est-ce que les fêtes religieuses ont pu être célébrées? Est-ce que c'était une reculade? En aucune manière. En aucune manière. Parce que le gouverneur du district de Bamako a jugé pouvoir sécuriser les différentes manifestations. Et donc il les a autorisées. En d'autres circonstances, il pourrait bien les interdire sans que cela soit source de contestation possible. Donc voilà en gros aussi que nous souhaiterons que la population malienne comprenne. C'est possible que les autorités administratives restreignent leur liberté. C'est ça la provision de la loi. Mais je dis bien encore une fois, c'est possible. Et ça sera chaque fois en fonction de la situation. Qui donne des pouvoirs pour que les forces de police puissent perquisitionner où ils pensent que c'est nécessaire de le faire, peuvent conduire des individus quand ils pensent que c'est nécessaire de le faire. Cela n'est pas très connu parce qu'il ne peut pas faire l'objet de publicité. Et ça, c'est extrêmement important, surtout si nous voulons empêcher que des attentats soient commis sur notre territoire. L'état d'urgence ne veut pas dire état de siège. L'état de siège, c'est prévu par la même loi que j'ai citée. Cela veut dire à ce moment-là que le pays est au bord du précipice et l'autorité est confiée aux autorités militaires. Et cela s'accompagne très souvent d'état de couvre-feu. Le couvre-feu, on va indiquer une heure à une autre pour dire que plus aucune activité. Je crois que le Mali l'a connu aussi. Mais l'état d'urgence n'est pas cela. Ce que je viens de rappeler. L'état d'urgence donne des possibilités. Le gouverneur peut faire ça, peut faire cela, peut faire cela, en fonction de la situation actuelle. Et donc, les cortèges, les mariages, les concerts peuvent se tenir tant que l'autorité administrative juge que ce n'est pas source de menace pour les citoyens. Ça veut dire qu'il pense qu'avec ses forces de sécurité, il peut sécuriser les événements. À ce moment-là, il les laisse faire. Donc vraiment que les gens comprennent que cela n'est pas fait juste pour arrêter la vie. Encore une fois, l'autre aspect qui n'est pas restrictif, qui nous donne des moyens d'enquêter, qui nous donne des moyens de connaître, qui nous donne des moyens d'anticiper, c'est cela le plus important. Mais c'est un tout. On ne peut pas avoir cet aspect-là et ne pas avoir la possibilité des restrictions. Donc les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi vous avez vu que jusque-là, malgré la situation, nous n'avons pas jugé utile d'interdire les concerts ou les rassemblements parce qu'il y a d'autres actions que nous menons dans le cadre de l'état d'urgence et qui donnent des résultats déjà. Et c'est pourquoi, Dieu merci, jusque-là, nous n'avons pas été très inquiétés, en tout cas en termes de réactions violentes des gens qui veulent s'aimer la terreur. Quel est ce message fort que vous avez à l'adresse de toute la population malienne? Je demanderais seulement de faire confiance aux autorités. Ce n'est pas par malin plaisir que nous décrétons l'état d'urgence, que nous demandons aux députés de proroger. Et si les députés prorogent, c'est qu'ils ont compris le fin fond de l'histoire. Et nous souhaitons vraiment que tout le monde comprenne. Le Mali n'est pas le seul pays aujourd'hui sous menace. La menace terroriste est globale, mondiale. C'est d'abord au niveau de la sous-région, dans la bande sahélo-saharienne, mais au-delà, le monde entier. Vous voyez tout ce qui se passe dans les pays voisins, dans les pays frères qui ne sont pas loin de chez nous, qui sont également sous état d'urgence depuis plusieurs mois. La vie continue, je le dis chaque fois, le terrorisme ne doit pas nous empêcher de vivre, mais nous devons modifier nos façons de faire. Nous devons nous adapter, nous devons vivre avec la menace. Et donc, faire attention, signaler tout fait qui vous paraît suspect, qui vous paraît douteux, ne pas fermer les yeux sur des activités louches qui pourraient se dérouler à côté de vous en disant que ce n'est pas mon affaire. Je pense que ça, c'est l'affaire de tout le monde aujourd'hui. La sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Elle est transversale. Et c'est pourquoi vous voyez que tout le gouvernement est mobilisé autour de cet événement-là pour que nos compatriotes comprennent de quoi il s'agit
et que les gens nous accompagnent dans la mise en œuvre de cet état d'urgence. Encore une fois, qui n'est pas seulement synonyme de restriction des libertés, c'est une possibilité. Nous pouvons réduire les libertés comme si la situation ne l'exige pas, la vie normale peut continuer. Voilà, à suivre après ce journal, la version Bambara de cet entretien. Des moyens pour être plus efficaces, la police et la gendarmerie nationale ont reçu du ministère de la Sécurité et de la Protection civile un important lot de véhicules. Ces engins doivent permettre à ces deux structures de mener à bien leur mission, compte rendu Bédikoni. Renforcer la capacité opérationnelle des forces de sécurité pour le bien-être de la population, c'est l'objectif ambitieux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est pour mener à bien cette mission que les forces de sécurité ont été dotées de 30 véhicules pick-up tout-terrain d'une valeur de plus de 750 millions de francs CFA. Financés sur le budget national, ces véhicules sont destinés aux différents commissariats et aux brigades territoriales du district de Bamako. Un don qui permet aux agents de force et de sécurité de relever les défis qui leur sont assignés. Cela rentre dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces à assurer la sécurité des Maliens et leurs biens. C'est un financement du budget national, donc ce n'est pas un don d'un partenaire, à hauteur de à peu près 800 millions. Et cela nous permettra de renforcer les capacités de tous les commissariats, encore une fois, de Bamako et les brigades territoriales de Bamako, plus certaines unités frontalières. Donc encore une fois, on ne peut pas donner des missions aux gens et ne pas leur donner des moyens de leur mission. C'est pourquoi nous avons commencé par la capitale et ensuite ça va continuer sur les autres secteurs. À cette cérémonie, le ministre Salif Traoré n'a pas manqué d'inviter les élus communaux à plus d'engagement pour l'accompagnement des forces de sécurité dans leur mission de tous les jours. Les maires qui sont à côté de moi le savent très bien, qui sont les premiers responsables de la sécurité publique dans leur commune. Nous avons déjà l'habitude de travailler ensemble, on les a invités une première fois pour leur demander d'élaborer des plans de sécurité. Moi-même, j'ai assisté à une restitution au niveau de la commune 4 et je sais que les autres communes ont fait la même chose. Et c'est pourquoi on les associe dans le renforcement des capacités des commissariats et des brigades qui sont dans leur juridiction. Cela n'est qu'un début. Et je sais qu'ils font beaucoup de choses déjà et c'est une manière aussi de les inviter à faire plus. Parce que la sécurité est une affaire de tout le monde, elle est transversale. Et ce n'est pas seulement l'affaire des forces de sécurité. Elles seules elles ne pourront pas vous protéger et vous sécuriser. Nous devons donc tous travailler ensemble. À signaler que d'autres actions similaires en faveur de la protection civile sont en vue. Oui, encore des moyens pour nos forces de sécurité et de défense. En 5e région, les travaux de réhabilitation et d'équipement de la brigade territoriale de la gendarmerie de Djenné et la construction d'autres infrastructures ont été lancés hier. Financés par la MINUSMA, l'opération va coûter plus de 27 millions de francs CFA. Compte rendu, Jules Sambou Sissoko. Cette cérémonie marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la brigade territoriale de la gendarmerie de Djenné et la construction d'un bloc de 3 latrines et le mur de clôture. L'entreprise EMC est déjà à l'œuvre sur le financement de la MINUSMA, coût global 27 400 000 francs CFA. Le projet rentre carrément dans une série de projets avec les forces sécurité maliennes que nous soutenons à travers de notre structure UNPOL, dans toute la région de Mopti, qui bénéficie à la fois les forces sécuritaires, mais aussi les communautés. Merci à la MINUSMA en nous dotant très prochainement des locaux performants avec toutes les commodités modernes, à savoir l'équipement en bureautique et en informatique. Il sera souhaitable que la MINUSMA se penche particulièrement sur la construction d'un logement pour le commandant de brigade. Les travaux et l'équipement s'inscrivent dans le cadre du projet à impact direct de la MINUSMA en région de Mopti. La réhabilitation de la brigade de gendarmerie permettra sans nul doute de créer les conditions idoines de travail pour les bénéficiaires et de rendre un service de qualité aux usagers. Les travaux seront exécutés dans un délai de 75 jours. La décharge contrôlée compacte de Numubougou dans la région de Koulikoro sera très prochainement inaugurée. L'information a été donnée ce matin au cours de la visite que le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et son collègue en charge du transport ont effectué sur le terrain. Il s'agit d'une décharge qui, en une journée, peut traiter 2000 m3 de déchets en provenance de Bamako. Compte rendu, Alpha Maïga. C'est ici désormais que les ordures
les déchets solides de la ville de Bamako vont être entassés. Ensuite, ils seront traités dans la décharge contrôlée compacte de Numumbougou. C'est dans la commune rurale de Tiamfala, dans la région de Koulikoro. Les ministres du Transport et celui en charge des questions d'environnement et d'assainissement sont venus s'enquérir de l'état de fonctionnement et surtout la faisabilité de la mise en œuvre de ce gigantesque ouvrage. Nous avons fait la réception définitive de l'ouvrage hier seulement. Cette décharge est parfaitement prête à recevoir les ordures. Donc sur le plan du traitement et de l'assainissement, je crois que la décharge est parfaitement à point. On va voir dans quelle mesure il faudra peut-être aussi changer un peu la structure actuelle de la route, chemin d'accès, peut-être pour améliorer, amener à un niveau beaucoup plus. Et ensuite, l'amélioration, c'est voir si la pente est exacte. Si la pente n'est pas exacte, on va peut-être aussi agir sur la pente. Et d'autres éléments aussi, c'est de voir dans quelle mesure on peut faire un environnement convivial avec des situations, des routes, des techniques appropriées et pour faciliter le transport sans nuisance et sans autres éléments pour que ça soit vraiment un élément majeur d'accompagnement. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant investi pour sa réalisation. Ainsi, pendant 5 ans, ce sont 2000 mètres cubes de déchets solides en provenance de la ville de Bamako qui seront traités en une seule journée. En amont, on s'y attelle. Nos partenaires marocains qui sont conduits par Ozone sont là aujourd'hui pour des prises de dispositions techniques et logistiques permettant quand même à la société d'assurer cette mission d'évacuation sur la décharge de Numumbougou. Les ministres ont tenu à échanger avec les populations en présence du tout nouveau gouverneur de la région de Koulikoro, Sékou Koulibaly. Il faut le dire, l'installation de la décharge avait suscité de vives polémiques, mais ce jour, les violons sont accordés pour du bon. Il y a aussi probablement une insuffisance de dialogue qui a fait que de part et d'autre, l'autorité a voulu se manifester et de l'autre côté, la violence aussi a voulu s'organiser. Donc je crois qu'avec les échanges, nous avons dépassé tous ces risques-là aujourd'hui. Tant que le dialogue peut résoudre un problème, il n'est pas nécessaire de manifester l'autorité. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un exemple. Et nous allons mettre en place un dispositif concerté pour surveiller effectivement tout risque de dérapage du schéma tracé. Les regards sont maintenant tournés vers la cérémonie d'inauguration de la décharge de Numumbougou sous le regard du président de la République, a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Oui, vivement la décharge de Numumbougou. Les activités du premier salon de l'enfance de Bamako, SEBA 2015, ont pris fin hier. Au cours de cet événement, les panels animés ont permis aux enfants de connaître davantage leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Le commentaire de Boubacar Sissoko. Le premier salon de l'enfance de Bamako, SEBA 2015, a vécu. Il a répondu aux attentes des initiateurs. Plusieurs activités ont été menées durant 4 jours. Le Mali était représenté dans sa diversité ethnique de Kaye à Kidal, en passant par Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Les enfants en tenue traditionnelle ont défilé. Pendant les panels, des échanges fructueux ont eu lieu sur les difficultés que rencontre l'enfance au Mali. Le salon de l'enfant a été une occasion pour les acteurs impliqués dans le domaine de l'enfance d'échanger, de communiquer et s'informer sur des questions qui touchent les enfants du Mali. C'était aussi une occasion pour les enfants de nous exprimer et de jouer pleinement notre rôle de participation active. Mesdames et messieurs, la présence du Maroc avec vous à cette rencontre est très importante et elle est nécessaire à plus d'un titre. D'abord, le Mali est un pays ami du Maroc. Cette amitié est témoignée par la plus haute autorité de l'État, à savoir par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, et son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, que Dieu l'assiste. Ce premier essai a été un coup de maître, ce qui a été vivement salué et encouragé par les autorités de tutelle. Nous avons constaté pendant ces 4 jours la diversité culturelle exprimée à travers les œuvres d'art, les œuvres culturelles, les marionnettes,
les enfants artisans, les enfants journalistes, tout ce monde qui s'est mélangé pour nous présenter le savoir-faire des enfants. Et nous en sommes fiers. Les droits de l'enfant. Je pense que ce que nous avons vécu ces 4 jours est rentré en parfaite relation avec les droits de l'enfant. Vu la réussite du CEBA 2015, les participants, notamment les enfants, ont souhaité vivement la pérennité de ce forum, combien utile à leur épanouissement. L'association des anciens étudiants et stagiaires maliens à Cuba vient de célébrer le 55e anniversaire de l'amitié entre ce pays et le Mali. Ce fut un moment plein d'émotions, nous dit Fousseini Tunkara. La relation historique entre notre pays et le Cuba est basée sur la fraternité et l'amitié. Cette amitié se concrétise à travers plusieurs domaines comme le sport, la culture, la santé, la formation professionnelle, entre autres. La date du 28 décembre marque le 55e anniversaire de cette relation diplomatique très bénéfique pour notre pays. Voilà pourquoi les anciens étudiants et stagiaires maliens formés à Cuba ont jugé nécessaire de célébrer cette date. Donc, quoi de mieux que de profiter de cette date vraiment importante pour faire connaître un peu plus la révolution cubaine, mais aussi que l'on porte à la connaissance de beaucoup d'entre nous l'état de réalisation, l'état de la coopération entre nos deux pays. C'est donc tout simplement un devoir de mémoire. L'ambassadeur de la République de Cuba au Mali a salué cette initiative des anciens étudiants maliens formés dans son pays. Il a également affirmé que la relation entre Cuba et le Mali connaît chaque jour un nouvel élan. C'est une relation qu'on peut dire que c'est une relation historique. C'est une relation qui connaît chaque jour des nouveaux élans. Et nous sommes prêts à continuer à renforcer ces liens-là parce que ça donne la possibilité de mieux nous connaître entre les peuples maliens et les peuples cubains. L'association des anciens étudiants et stagiaires maliens formés à Cuba existe depuis 2 ans. Sa vision est de contribuer au renforcement de la coopération entre le Mali et Cuba. Direction Abidjan, où le président du parti Yelema Moussa Mara a présidé les travaux du premier forum citoyen de la diaspora du parti. L'objectif de cette rencontre est de recueillir les propositions concrètes des militants du parti pour un développement harmonieux du Mali. Compte rendu Oumar Maïga. Le Mali aujourd'hui a besoin de l'engagement fort de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, y compris la diaspora. C'est dans cette optique que la diaspora malienne de Côte d'Ivoire, du Niger, de la France et de la Russie se sont donné rendez-vous à Abidjan autour d'un thème central, rôle et place de la diaspora dans un développement global du Mali en particulier, celui de la diaspora du parti Yelema. Nous savons que le Mali est confronté à beaucoup de défis. Et ces défis ne seront relevés que par nous. Si nous voulons un Mali nouveau, il faut forcément un Mali nouveau. Et la diaspora, comme les Maliens qui sont au Mali, nous avons le même devoir. Nous avons à apporter notre pierre à la construction nationale. Les diasporas constituent un vecteur de puissance politique, économique et culturelle. La diaspora malienne se mobilise et participe activement au développement du Mali. La question de la diaspora est loin d'être partisane, mais plutôt nationale, d'où la présence des représentants des partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il s'agit de se réunir pour contribuer sur le thème du développement, sur le thème de la réconciliation avec le rôle de la diaspora, sur le thème des élections, sur le thème des relations interpartis. C'est sur toutes ces idées que Yelema va réfléchir à travers ses leaders de l'extérieur pour enrichir son projet de société et son programme. Le premier forum citoyen du parti Yelema d'Abidjan a servi de cadre pour les militants du parti issus de la diaspora d'élaborer des textes qui renforcent leurs liens avec le parti. Plusieurs thématiques ont dominé le premier forum citoyen de la diaspora du parti Yelema, entre autres, le rôle de la diaspora dans la réconciliation nationale, quelle stratégie afin de nouer des partenariats avec les partis qui partagent les mêmes idéaux que nous dans nos pays d'accueil. Les recommandations des délégués des différents pays sur les textes issus du congrès de décembre 2014 à Sikasso seront intégrés dans les dispositifs statutaires du parti Yelema.
Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter au siège de l'organe le jeudi 31 décembre 2015 pour l'enregistrement de son message de campagne. Il s'agit du candidat du RPM, Souleymane Ag Al-Mahmoud, et c'est à 9h. Et puis dans le cadre de l'élection partielle d'un député de la circonscription d'Ansongo à l'Assemblée nationale, vous pouvez suivre après ce journal le message du candidat de l'URD et celui de l'ADEMA PASJ. La mairie du district de Bamako vient d'organiser une visite au sein de plusieurs structures socio-sanitaires de la capitale. Chacune de ces structures a reçu une enveloppe symbolique pour les appuyer à prendre en charge ses pensionnaires. Abdraman Maïga, compte rendu. Par cette visite de terrain, le conseil communal de la mairie du district de Bamako apporte sa solidarité à certaines structures socio-sanitaires de la capitale. Elles sont 3 structures à recevoir la visite de la mairie du district de Bamako en cette veille de fin d'année. Il s'agit du centre hospitalo-universitaire d'odontostomatologie, de l'hôpital du Mali et de l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Chacune de ces structures visitées a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA. Cette année, nous nous sommes intéressés à 2 formations socio-sanitaires, c'est-à-dire l'odonto et l'hôpital du Mali. Ces structures-là s'intéressent à la santé des populations et nous avons choisi d'aller les encourager et manifester notre solidarité à leur endroit. En se rendant dans ces structures, en cette veille de fin d'année, la mairie du district de Bamako obéit à une tradition qu'elle a entreprise depuis un certain nombre d'années. Au cours de la sortie, elle recense les difficultés rencontrées par les structures en vue d'y apporter des solutions idoines. Nous avons demandé qu'ils pourront nous saisir éventuellement par écrit et que ces écrits seront examinés par le conseil du district pour voir dans quelle mesure ce que nous pourrions prendre en charge. Soit la mairie pourra intervenir directement par ses propres moyens, ses ressources, ou nous pourrons, dans le cadre du partenariat avec nos villes sœurs, voir comment est-ce que nous pourrons les venir en aide et en appui. Au cours de cette journée de solidarité, les responsables de la mairie du district de Bamako ont recensé un certain nombre de difficultés auxquelles ces structures sont confrontées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance du personnel et des ressources financières recensées à l'hôpital du Mali, de la vétusté des locaux, la formation des enseignants et l'insuffisance de cabinets dentaires recensés au niveau du centre hospitalo-universitaire d'odontostomatologie. Le budget prévisionnel de l'Agence nationale de la météorologie est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 6e session du conseil d'administration de l'agence. Reportage d'Aouda Sidiki Diara. De par leur fréquence et leur intensité, les changements climatiques constituent un véritable défi à relever pour les pays en développement comme le Mali. Ces défis attirent l'attention des administrateurs du conseil d'administration de Mali Météo qui tiennent leur 6e session ordinaire. La modernisation des réseaux d'observation météorologique sera poursuivie. Le centre de prévision météorologique sera renforcé par l'acquisition d'un système moderne de prévision, la fourniture de produits et services spéciaux aux usagers, notamment au monde rural, et le programme des opérations de pluie seront aussi poursuivis. Pour atteindre les objectifs cités, Mali Météo va débloquer plus de 4,341 milliards de francs CFA pour financer ses activités. Les changements climatiques ont des conséquences néfastes sur la société, ce qui nous impose un changement de comportement. Dans ce changement de comportement, le rôle de l'Agence nationale de la météorologie est très important. Conscient de cela, le gouvernement a entrepris d'importants efforts en faveur du Mali Météo, visant à moderniser son réseau, à renforcer ses capacités et à améliorer les conditions de travail du personnel. C'est pourquoi une subvention annuelle est allouée à Mali Météo pour renforcer le réseau d'observation météorologique, l'assistance météorologique au monde rural, la production des informations et des prévisions chaque jour, la fourniture des services de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les sécheresses. Selon le ministre, Mali Météo doit accroître sa visibilité à travers une plus grande communication, ce qui doit lui permettre la mise en place des stratégies de soutien au développement des services météorologiques et climatiques.
Activité similaire, les travaux de la 9e session du conseil d'administration du Fonds de garantie pour le secteur privé ont eu lieu hier. La structure entend dépenser environ 14 milliards de francs CFA. On fait le point avec Youssouf Diakité. Il a fallu plus de 6 heures d'affilée aux membres du conseil d'administration pour passer au crible le bilan de l'année 2015 du Fonds de garantie pour le secteur privé. Au titre de 2015, qui est notre première année d'opérationnalité, au 30 septembre, il ressort que nous avons un total de bilan de 14 milliards pour 46 projets que nous avons financés dans différents secteurs. Il s'agit de l'agroalimentaire, des unités de production de glace, les services, l'équipement des centres dentaires, et il y a les services des transports et aussi dans le secteur agricole, directement l'agriculture. Un peu plus d'une année d'existence, le fonds a déjà un impact certain sur le microcosme économique de notre pays, qui illustre les statistiques des bénéficiaires des actions du Fonds de garantie pour le secteur privé. Mon cabinet a existé depuis 2005. J'avais 2 fauteuils, un qui était un peu chancelant, et j'ai dû prendre contact avec la Banque Atlantique pour pouvoir le remplacer tout simplement. Et la Banque Atlantique me l'a accordé, mais il me fallait un autre appui auprès de la banque. Alors j'ai pris contact avec le Fonds de garantie qui a accepté de m'accompagner à hauteur de 50%. Donc l'intervention du Fonds de garantie a été vraiment salutaire pour moi. Sans ça, je pense que ça aurait foiré, tout simplement. Intervenant dans le primaire, les secondaires et les tertiaires, le Fonds de garantie pour le secteur privé accompagne auprès des banques les promoteurs de PME, PMI de tous les secteurs de notre économie pour des garanties bancaires entre 10 millions et 500 millions de francs CFA. Tout de suite, au budget qui vient d'être adopté, nous comptons injecter 30 milliards dans le financement des PME avec le concours de toutes les banques de la place. Qui dit difficulté d'obtention de crédit, donc de financement, dit difficulté de mener à bien ces activités. C'est pour cette raison que les hautes autorités de notre pays, à partir de 2014, ont bien voulu créer un fonds de garantie. Les conseils d'administration du Fonds de garantie du secteur privé qui vient de s'achever consacrent l'envol définitif d'une entité dont les autorités reconnaissent l'importance stratégique dans le financement de notre économie et l'essor du Mali. Voilà, 30 milliards pour des projets à venir. Le budget 2016 de l'Office du Niger est évalué à plus de 28 milliards de francs CFA. Avec cette enveloppe, le grand grenier du Mali ambitionne de renforcer les capacités de production. Sebou Kandesila. Plusieurs points sont examinés par les administrateurs de la 37e session du Conseil d'administration de l'Office du Niger. Le bilan partiel de la campagne agricole 2014-2015 et celui de 2015-2016. Pour cette campagne, les travaux de la saison sont pratiquement terminés et la contre-saison est sur le point de démarrer. Les activités de la campagne 2015-2016 se déroulent normalement dans toutes les zones avec la moisson, le battage et la commercialisation du riz. Rappelons que les objectifs de production du riz sont de 828 886 000 tonnes pour la campagne 2015-2016. En ce qui concerne le programme annuel d'entretien, il s'effectue normalement malgré les restrictions budgétaires consécutives à la crise actuelle. Quant au taux de recouvrement de la redevance eau, il s'élève à 94,45%, soit plus de 6 133 millions de francs CFA. Pour l'année 2016 qui s'annonce, l'Office entend s'inscrire dans la vision des autorités de faire de la région une agropole. Pour ce faire, le budget alloué à cette ambition s'élève à près de 28 627 millions de francs CFA. L'année 2016 qui s'annonce sera marquée par le renforcement de la contribution de l'Office du Niger à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ce renforcement du rôle de l'Office du Niger comme locomotive de l'agropole de Ségou se traduira par un accroissement du rythme des aménagements, l'intensification et la diversification des productions végétales et animales, la modernisation de l'Office du Niger à travers ses outils de bonne gouvernance. En adoptant ce budget, les administrateurs ont recommandé à l'Office du Niger de procéder à une contractualisation avec les exploitants agricoles dans les ordres casiers et de finaliser la rélecture de manuels de procédure dans les meilleurs délais.
Monde agricole toujours, les producteurs du cercle de Yélimani à l'école des technologies en vue d'atténuer les effets des changements climatiques. C'est à la faveur d'une visite interpaysanne qui vient de se dérouler dans 4 villages de la zone d'intervention du projet d'adaptation au changement climatique. Commentaire Mamari Kone. Ils sont une soixantaine de producteurs agricoles du cercle de Yélimani à prendre part à cette visite interpaysanne. Il s'agissait pour eux de se connaître et de voir les technologies mises au point dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 en zone de décrue du projet d'adaptation au changement climatique. Ces recherches ont été menées principalement pour rendre le producteur résilient face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est là en vue d'assurer la sécurité alimentaire à partir des technologies appropriées. Les producteurs se sont rendus dans le village de Fanga où ils ont pu voir les nouvelles variétés de sorgho et de mil. À Nyongomera, ils ont visité une parcelle de démonstration. Ici, les 4 techniques agricoles en test ont émerveillé les producteurs. Il s'agit de variétés de sorgho que nous avons mises au point avec la collaboration des paysans. Au départ, on était venu avec une trentaine avec laquelle nous avons procédé à des évaluations et à des sélections. Et finalement, on est arrivé avec des cycles de croisement accélérés à mettre au point 4 variétés qui se sont montrées vraiment très performantes, un cycle très court et qui produisent plus que la variété locale. La seconde étape de la visite a concerné la visite des démonstrations sur le travail du sol à Kemela et sur la densité et la fumure organo-minérale à Yagini. À l'issue de ces visites et échanges, la vulgarisation n'a pas caché sa satisfaction et apporte son témoignage sur l'importance de ces technologies sur le développement de l'agriculture dans le cercle de Yélimani. La recherche nous a amené un semoir manuel. On nous a apporté des technologies en production en décrue. Ces technologies sont notamment le repiquage, le trempage, ensuite les effets de la fumure à microdose, la fumure organique et minérale à microdose. Ensuite, la lutte intégrée des prédateurs. Le motif de satisfaction, c'est de savoir que les chercheurs ont pu vraiment cerner les différentes contraintes et que ici la recherche participative a démontré tout son sens dans le cadre de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc moi je les invite à poursuivre parce que les conditions dans lesquelles on vit ici, les conditions de décrue, ce sont des conditions très complexes. Le projet d'adaptation au changement climatique est mis en œuvre il y a 4 ans. Les technologies objets de cette visite interpaysanne ont été mises au point pour résoudre les contraintes de production en vue de permettre aux paysans de tirer le maximum de profit de leur activité. Les champs fleurissent d'espoir. À Gao, le village de Forgo, dans la commune de Soni-Alibert, a abrité une rencontre sur la paix et la cohésion sociale. Cette initiative est le fruit du partenariat entre la coordination des femmes leaders de la case de paix et l'ONG Groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations. Boubacar Bablé-Touré pour les détails. Sans paix, pas de développement. C'est ce qu'a compris la coordination des femmes leaders de la Case de la Paix de la commune Soni-Albert dans la région de Gao et son partenaire, l'ONG, Groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations GREP, à travers l'organisation de cette rencontre à Forgo. Elle a regroupé les membres du conseil communal, les leaders religieux, les femmes et les jeunes des 12 villages de cette commune. Le but était de situer le rôle et la responsabilité de tous dans la consolidation de la paix au cours d'une séance de prêche. D'où le thème « La responsabilité communautaire face à son rôle et responsabilité dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en lien avec le processus de paix et de réconciliation enclenché au Mali. » Nous avons organisé cette prêche-là pour la cohésion sociale et la paix, parce que nous voulons que toutes les races qui sont dans notre commune se réunissent. Pour nous, c'est un pas en avant, parce que la réconciliation, c'est que chacun doit connaître ses limites dans la réclamation de ses droits. Parce que c'est ça qui crée la stabilité. Et comme ils l'ont dit, si chacun ne se reconnaît pas sous un pouvoir, en réalité, finalement, il n'y a plus de nation. Cette rencontre a été une occasion pour les religieux de rappeler que tout citoyen a un droit et un devoir envers la nation et que nul n'est au-dessus de la loi. C'est le respect de ces normes qui peut nous amener à bâtir une nation forte. C'est une bonne initiative prise par les femmes, dans la mesure où c'est autour de la cohésion sociale. Et qui dit cohésion sociale dit paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Dans ce cas, il faut qu'on se l'approprie
pour que ça soit bénéfique pour toute la commune. La tenue de cette rencontre a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONU Femmes. Le programme de filets sociaux Djigui Yiri est désormais opérationnel dans la région de Gao et c'est à Mopti que les différents acteurs se sont retrouvés pour procéder au lancement officiel des opérations du dit programme qui couvre 6 communes de la région de Gao, compte rendu Yacouba Maïga. Le programme de filets sociaux Djigui est conçu par le gouvernement du Mali avec l'appui financier et technique de l'Association internationale de développement IDA. C'est pour répondre aux besoins immédiats et permanents des ménages en pauvreté chronique et en vulnérabilité, tout en leur créant des opportunités allant dans le sens du développement humain. Dans la région de Gao, le programme devrait toucher 2733 ménages pauvres des communes de Anchawadji, Gaberou, Gunzurei, Intililt, Soni Alibert et Tilemsi. L'atteinte des résultats dans votre région servira de tremplin pour l'initiation et l'implémentation de programmes similaires dans les autres communes de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Chacun des ménages ciblés dans les 6 communes recevra des transferts monétaires trimestriels avec des mesures d'accompagnement leur permettant d'investir dans l'éducation des enfants, leur santé et celle des femmes enceintes, la nutrition et les activités génératrices de revenus. C'est le lieu de saluer les actions du gouvernement, de certaines ONG qui, malgré l'occupation de ces localités, ont continué à apporter aux populations éprouvées des assistances diverses. L'occasion est mise à profit pour partager avec les différents acteurs le processus de ciblage des bénéficiaires et les rôles des acteurs locaux dans la mise en œuvre des opérations dans les communes bénéficiaires. Pour rappel, le programme de filets sociaux Djigui Yiri sera mis en œuvre sur la période 2013-2018 dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et le district de Bamako avec une enveloppe financière de 35 milliards de francs CFA. Clôture ici à Bamako du 5e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement secondaire. Au cours des travaux, les congressistes venus de l'intérieur du pays, du district de Bamako, ont procédé au renouvellement de l'organe dirigeant et élaboré une plateforme revendicative, compte rendu à Guibou Koulibaly. Le comité exécutif du syndicat national des travailleurs de l'enseignement secondaire, SYNTES, a placé ce 5e congrès ordinaire sous le signe d'une école performante et apaisée. Ce congrès, nous l'avons tenu à un moment où l'école malienne connaît des solutions. Donc il s'agit surtout de placer l'apprenant au centre de notre préoccupation. Nous avons voulu redynamiser la structure, faire en sorte que le syndicat puisse apporter des choses à l'école. Cette tribune a été l'occasion pour les congressistes et autres syndicalistes invités de débattre de toutes les questions importantes de la vie des travailleurs de l'enseignement secondaire, normal et technique. Ils ont également fait des recommandations. La mise en œuvre de l'accord signé entre la police et le ministère de l'Éducation nationale le 4 avril 2015. L'harmonisation des programmes de l'enseignement secondaire avec ceux des autres pays de la sous-région. Depuis un certain temps, à travers la retraite, les partants à la retraite et les nominations, c'est un syndicat qui était moral, il faut dire. Donc, alors si aujourd'hui, ils décident d'organiser un congrès pour pouvoir donner un sang neuf, c'est-à-dire à cette organisation, je pense que c'est une bonne chose. Pour le représentant du ministre de l'Éducation nationale, cette assise du syndicat national des travailleurs de l'enseignement secondaire contribue à la consolidation des acquis positifs pour le rayonnement de l'école malienne. Direction Nioro du Sahel où la douane vient de mettre la main sur une importante quantité de drogue. Le produit avait pour destination Bamako. Il s'agit de 500 kg de cannabis, compte rendu Moussa Diakité. Une des missions de la douane est de lutter contre les stupéfiants. Dans cette logique, la brigade de Nioro du Sahel, prête à relever le défi, vient de saisir une grande quantité de drogue en partance pour Bamako. Il s'agit de 500 kg de résine de cannabis saisie d'un jeune Marocain d'une vingtaine d'années, à bord d'une Toyota Hilux. La marchandise en briques de 10 plaquettes était dissimulée dans des trous réalisés à l'intérieur de la cabine et dans la partie arrière de la 4x4. Quand le véhicule arrivait dans la cour, tout naturellement,
Mais à l'entrée même de la cour, on sentait que le véhicule était lourd. Le contrôle physique a permis tout de suite de découvrir que ce n'était pas l'état normal du véhicule. Et cela a poussé notre curiosité, a poussé nos investigations. C'est là qu'on a découvert ces caches aménagées. Cette saisie aussi importante est la première dans l'histoire de cette brigade. Elle a été rendue possible grâce au courage, à la bonne collaboration, mais aussi et surtout à la vigilance d'une équipe prête à relever les défis. Avec ces trafiquants, ils sont très intelligents, ils disposent de suffisamment de moyens, mais le plus important, c'est pour nous, c'est de dire à tout le monde que la consommation de la drogue est un phénomène très dangereux, et que tout le monde doit se serrer le coude pour combattre ce phénomène. En attendant les formalités et son jugement, le jeune homme d'origine marocaine médite son sort à la grande prison de Nuru du Sahel. À suivre après ce journal, le premier numéro de l'édition spéciale que nous consacrons à la foire de Bamako qui se tient depuis une semaine au parc des expositions de la capitale, une présentation de Modibo Soirée. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité. Demain 10h-13h, une présentation de Rachel Tessougé. S'il plaît à Dieu, je serai là pour la grande édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.